Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast proposé par les podcasts LM. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis votre hôte, Ayoub Mathieu, responsable de la plateforme de l'humanitaire. Alors comme à notre habitude maintenant, on se retrouve pour découvrir ensemble, pour partager autour d'une thématique humanitaire. Donc dans ce nouveau podcast, on va parler de l'histoire de Jason Russell. Jason Russell, c'est un des fondateurs de l'ONG américaine Invisible Children, qui s'est fait connaître pour son action de militantisme et de plaidoirie pour dénoncer ce qu'on appelle l'usage d'enfants soldats, c'est-à-dire des enfants qui sont enrôlés dans des groupes rebelles ou des milices pour servir l'effort de guerre. Donc si vous ne connaissez pas Jason Russell et Invisible Children, restez avec nous parce qu'on va évoquer une partie de leur histoire qui, pour certains, a constitué une révolution dans le domaine de la communication humanitaire. Donc le 20 février 2012, l'ONG américaine basée en Californie lance sa campagne Kony 2012. Elle diffuse, pour l'événement, un mini-documentaire de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Elle appelle à une mobilisation massive pour l'arrestation de l'Ougandais Joseph Kony, chef de la LRA, la Lord's Resistance Army. Depuis 2005, Joseph Kony est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et il est accusé de crimes de guerre, notamment de contraindre des enfants à être des enfants soldats, d'enlèvement d'enfants, d'esclavage, de prostitution ou encore de massacre de civils. Le film Kony 2012 nous dresse le tableau avec une mise en scène et une réalisation soignée. Le militant Jason Russell, réalisateur du film, explique à son fils Gavin son combat contre le bad guy, contre le méchant Joseph Kony. Il raconte sa rencontre avec Jacob, un enfant ougandais dont le frère a été tué par les hommes de Joseph Kony, et il lui fait la promesse de tout mettre en œuvre pour le faire arrêter. L'impact de cette vidéo est immédiat. 100 millions de vues en seulement 6 jours. Alors même si ce chiffre peut nous paraître aujourd'hui plutôt habituel ou courant, croyez-moi à l'époque c'était une vraie performance. La vidéo à l'esthétique élaborée ne vise qu'un seul public, celui de la jeunesse nord-américaine, et elle appelle à une injonction simple et expéditive. Partagez cette vidéo. Elle veut convaincre l'internaute que par ce geste simple, il pourra lui aussi changer le monde. Le message ne vise pas à la compréhension, mais à l'action. Une action dictée, immédiate, réactive et à portée de clic. Au-delà de son impact digital, le film crée une réelle mobilisation citoyenne dans les rues des plus grandes villes. La vidéo exhorte la jeunesse mondiale à coller des affiches Kony 2012, à porter des badges, des bracelets et à concrétiser son engagement à travers l'achat d'un action kit proposé par l'ONG. Elle les invite également à interpeller sur les réseaux les personnalités politiques et du show business sur Twitter. Et tout le monde suit le mouvement. Il y a du Kony 2012 absolument partout, c'est un véritable carton sur les réseaux, à la télé et dans les rues. Selon le journal The Guardian, Invisible Children a récolté 5 millions de dollars en seulement 48 heures. L'ONG aurait récupéré 17 millions de dollars grâce à ce spot et à ses campagnes de financement participatif. Alors jusqu'à présent, les médias classiques ne traitaient d'humanitaire que lorsqu'il y avait une actualité, comme par exemple les catastrophes naturelles ou les guerres. Mais avec la diffusion virale sur les réseaux sociaux, l'ONG s'affranchit de cette contrainte et crée ses propres règles. On peut considérer que l'innovation que représente cette vidéo en termes de diffusion virale va révolutionner l'industrie humanitaire. Alors on pourrait se dire que toucher un maximum de monde, de mobiliser une telle partie de la population et des citoyens est une bonne chose. Oui, c'en est une. Informer le grand nombre est une bonne chose. Mais il y a quand même des critiques à émettre et il y a des critiques qui ont émergé suite à cette campagne et ce gros buzz de cette campagne Kony 2012. Et l'association est donc critiquée pour ses erreurs et son simplicisme par certains experts. Comme par exemple, ceux qui dénonceront que la LRA ne sévit plus en Ouganda depuis 2006, que l'arrestation de Joseph Kony ne résoudra pas le problème des enfants soldats, et certains vont même jusqu'à accuser l'association de servir des intérêts bien au-delà de la sphère humanitaire, et donc en sous-entendant du lobbying. Et bien que l'usage et le traitement des enfants soldats par Joseph Kony soient une vérité, les critiques fusent et des experts et des journalistes se lèvent et démentent publiquement la sursimplification du conflit et de ses enjeux. Évidemment, pour pouvoir créer le buzz, il faut que le message soit simple. Il faut qu'il soit accessible et qu'il soit facilement
soutenu par l'audience. C'est une condition pour qu'un message puisse être facilement porté par la masse populaire. Et rendre célèbre Joseph Kony en diffusant la vidéo sur les réseaux ou en placardant son poster dans les rues des villes occidentales ne réglera pas le problème des enfants soldats. Ça ne résoudra pas les contraintes de terrain qui existent, que ce soit la difficile praticabilité du terrain d'opération, la faible coordination et les tensions grandissantes entre les états-majors ougandais, ou bien les divergences stratégiques persistantes entre les différentes instances parties prenantes à cette situation. Ça ne viendra pas non plus à bout de l'extrême mobilité de la LRA et de son étonnante capacité d'adaptation et de mutation organisationnelle. Le véritable travail de traque de Kony ne se fait pas à tue-tête dans les rues de San Diego, de Washington ou de New York. Et au-delà de l'aspect de la sursimplification, des voix se sont également élevées pour dénoncer les inexactitudes et les raccourcis présents dans la vidéo Kony 2012. Certains experts mentionneront que cette vidéo a beaucoup de faiblesses, des chiffres non vérifiables et non vérifiés, et beaucoup d'approximations factuelles et une sursimplification du conflit et de ses enjeux. Le directeur France de Human Rights Watch dit en ces termes que la campagne Kony 2012, très réussie sur la forme, n'apporte aucune solution crédible. Les associations humanitaires doivent apprendre à tirer le meilleur des réseaux sociaux, sans rien occulter, de la complexité des sujets traités et des réponses à apporter. L'ONG Invisible Children sera même attaquée sur le plan financier, puisqu'elle sera épinglée pour la gestion de ses finances par Charity Navigator, qui est un organisme chargé d'évaluer la fiabilité financière des ONG, qui a pointé son manque de transparence. L'association a en réaction publié le détail de ses comptes et reconnu que seuls 37% des dons reçus l'année précédente ont été investis sur le terrain pour des programmes sociaux. Invisible Children utilise donc 63% de son budget aux actions de lobbying et à la réalisation de films et seulement le reste à des actions sur le terrain. Sur 100 €, 37 € seulement sont reversés pour des programmes sur le terrain et 63 sont investis soit dans le lobbying, soit dans la réalisation de contenu médiatique. Donc le manque d'exactitude des infos, les approximations, le manque de cohérence entre le discours et les réalités font le plus grand mal à l'association. Son expertise est remise en question et la confiance qu'on lui porte est questionnée. Comme nous allons le voir, les conséquences pour l'ONG Invisible Children vont être désastreuses. Un fait marquant viendra marquer le début de la fin d'Invisible Children. En mars 2012, Jason Russell a été arrêté et hospitalisé à San Diego après avoir été retrouvé nu, déambulant dans les rues. Il a été filmé par des passants et la vidéo a fait le tour du net. L'épouse du réalisateur affirme que son mari a souffert d'un trouble psychotique, bref, une pathologie caractérisée par l'apparition brutale de symptômes psychotiques après un stress important. Après les faits, Jason Russell se voit dans l'obligation de se justifier publiquement sur les différents plateaux de télé. Entre 2012 et 2013, l'association perd près de 81% de ses revenus. L'ONG annonce à la mi-décembre 2014 mettre fin à la plupart de ses activités aux États-Unis et fermer son bureau de San Diego en raison de problèmes financiers. Elle annonce se concentrer sur des programmes plus importants en disant que nous avons décidé que la meilleure solution était de mettre fin à nos campagnes médiatiques et à nos efforts de sensibilisation aux États-Unis et de consacrer nos levées de fonds à l'exécution de nos programmes les plus importants. Alors l'ONG a dû se séparer de 50% de son staff aux USA et en 2015, il ne restera que 5 employés aux USA pour assurer la mission de plaidoirie. Alors si on veut analyser la situation de l'ONG Invisible Children à ce moment-là, on peut considérer qu'elle a été mise face à deux réalités. Deux réalités qui contrastent l'une avec l'autre. La première réalité, c'est celle de la complexité des crises humanitaires. Et la deuxième réalité, c'est celle des exigences des donateurs sous la houlette du contexte marketing et de la viralité. D'ailleurs, le cofondateur de Invisible Children, Ben Kissey, confessera qu'il est impossible pour une petite structure telle que la leur de renouveler chaque année l'engagement de leur audience conquise lors du lancement de la vidéo dans une mission aussi complexe que la poursuite de la LRA. Avec du recul, Ben Kissey comparera même l'engouement suscité par la campagne Kony 2012 à l'engouement suscité par exemple par le Bucket Challenge, soit en d'autres mots, un engagement vide, émotif et superficiel. C'est une comparaison cruellement légère, mais tristement proche de la réalité. Alors,
Jason Russell a-t-il simplement été naïf à ce point, pensant qu'il pouvait résoudre un drame humanitaire avec une vidéo et des retweets? C'est en tout cas ce qu'il va exprimer, en disant « J'avais le sentiment que je pouvais emmener les gens sur le chemin de la vérité et de ce qui était bien. J'étais persuadé que les gens comprendraient la vérité si on faisait ce qu'il fallait, si on disait ce qu'il fallait dire, et si on réalisait la bonne vidéo et la bonne interview. » Il confessera même que comprendre que le monde ne fonctionne pas ainsi est ce qui l'a rendu fou. Du buzz à la chute. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'épisode Kony 2012 et de l'ONG Invisible Children. Cette campagne a soulevé et soulève encore plusieurs questions relatives à la cohérence entre la communication et le projet des ONG. Certes, la vidéo fait œuvre d'un storytelling minutieusement étudié et le spectateur est vite happé, la poitrine serrée face à la vidéo. Mais sur le terrain, que se passe-t-il concrètement? La solution proposée est-elle cohérente, adaptée et a-t-elle un impact réel sur le constat qui est exposé? Alors si on devait simplifier les critiques, on dirait que Kony 2012, c'est beau, c'est touchant, mais c'est pas exactement la réalité. Et c'est pas un hasard. Le marketing s'impose de force, car à l'heure du digital, il faut séduire pour être vu, et seul ce qui génère des chiffres, des likes, des retweets, des partages et des larmes a de la valeur. Pour mobiliser et s'assurer le soutien du public, il faut convaincre. Mais pour convaincre, il faut avoir les ingrédients. Et pas n'importe quels ingrédients. Les ingrédients imposés par les algorithmes et par le marketing. Alors que faire si la réalité humanitaire ou politique du terrain ne contient pas tous ces ingrédients pour s'assurer l'adhésion sine qua non du public? Et si la réalité était un tout petit peu trop fade ou trop nuancée pour que le public puisse prendre parti catégoriquement? Jusqu'où peut-on aller pour convaincre? Donc la question fait débat, et à juste titre. La limite entre fiction et réalité est souvent effleurée du doigt par certaines associations caritatives et ONG dans leur communication. Un responsable de la communication d'une grande association internationale s'exprime dans des termes très directs à ce sujet. Il dit « La vidéo Kony 2012 présente un message ultra simplifié et caricatural. Une des raisons du succès de cette campagne est de faire croire à l'internaute qu'il fait partie de la solution du problème, ce qui est une illusion. Ce genre de messages simplificateurs et émotionnels sont sans doute mobilisateurs à court terme, mais à moyen et long terme, ils ne peuvent que décrédibiliser les associations qui les portent. Les ONG doivent s'efforcer à miser davantage sur la qualité du message. » Voilà pour l'histoire de Kony 2012 que je voulais partager avec vous. Et cette histoire nous interpelle sur 2 points fondamentaux. Le premier, c'est la responsabilité des associations dans leur communication, et le second, c'est la responsabilité de l'audience dans sa réaction face au message transmis. Alors d'un côté, on a les associations qui doivent veiller à ne pas tomber dans le piège de la viralité, quitte à en négliger leurs principes fondateurs, et c'est le cas ici où Jason Russell et l'équipe de Invisible Children tombent dans la sursimplification d'une situation pourtant bien complexe pour la rendre plus percutante et ainsi s'assurer du soutien et de l'adhésion immédiate du public à cette cause. À ce sujet, Gustave Le Bon, le célèbre sociologue français dans son ouvrage La psychologie des foules qui est paru en 1895, nous définit ce phénomène psychologique de manière très claire. Et il dit « Quelles que soient les idées suggérées aux foules, elles ne peuvent devenir dominantes qu'à la condition de revêtir une forme très simple et d'être représentées dans leurs esprits sous l'aspect d'images, les idées n'étant accessibles aux foules qu'après avoir revêtu une forme très simple. » Donc tel est le mécanisme psychologique de la foule, selon Gustave Le Bon. Le message doit être le plus simple possible pour s'assurer de son appropriation par le public. Bruno Palatino, dans son ouvrage La civilisation du poisson rouge, qui lui est paru beaucoup plus récemment en 2019, que je vous encourage à lire, tout comme La psychologie des foules de Gustave Le Bon, nous apporte un complément de compréhension de ce processus psychologique. Il mentionne qu'il est beaucoup plus facile de produire la vraisemblance plutôt que de la vérité, et que la vraisemblance repose sur la simple capacité de créer un emotional triggering, c'est-à-dire un déclencheur émotionnel. Et le contenu à l'origine de ce choc émotionnel possède un potentiel viral important. Il sera partagé, commenté, recopié. Son bruit numérique, c'est-à-dire son nombre de likes, son nombre de shares, son nombre de commentaires, en fera sa valeur. Donc dans ce cas-là, gare à l'audience de ne pas tomber dans ce piège de la réaction émotionnelle irréfléchie et de rester conscient en faisant preuve de raison dans son analyse. Et pour finir, je voudrais préciser que le cas de Kony 2012 n'est absolument pas une généralité dans la communication des ONG.
Entendons-nous bien, un grand nombre d'ONG font un travail remarquable, appuyé par des campagnes de sensibilisation mobilisantes, en toute cohérence avec les réponses apportées. Ce que j'ai voulu mettre en lumière à travers ce podcast, ce sont les mécanismes psychologiques qui peuvent aboutir sur certaines dérives. Voilà, c'est terminé pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé cette histoire de Jason Russell et de Invisible Children avec nous. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos suggestions, vos impressions ou vos questions même par rapport à ce qu'on a évoqué. Et surtout, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos proches. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast sur les thématiques humanitaires, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.